Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce mardi. L'amitié franco-allemande n'est pas un long fleuve tranquille. François Hollande s'engage néanmoins à approfondir la relation très particulière entre Paris et Berlin. Vincent Peillon confronté à l'hostilité des enseignants contre le retour des cours le mercredi matin. La grève massivement suivie à Paris qui veut appliquer la réforme dès la rentrée de septembre. Polémique autour de Renault qui dément menacer de fermer 2 usines en France si les syndicats rejettent son pacte de compétitivité. Bercy dénonce un chantage et les syndicats ont tous bien entendu la même chose de la part de leur direction. Les invités du 19h, eh bien, il y aura d'abord une surprise musicale en direct sur ce plateau pour les 50 ans de l'amitié franco-allemande qui a donc été fêtée aujourd'hui à Berlin. Avec nous également sur ce thème Jacques Barrot, membre du Conseil constitutionnel et ancien vice-président de la Commission européenne. Avec nous également ce soir la sénatrice PS Françoise Cartron sur le vent de fronde contre la réforme des rythmes scolaires. Paris-Berlin, donc sur la même longueur d'onde politique tout au long de cette journée particulière pour l'anniversaire compte rendu d'une journée qui a mobilisé les plus hautes autorités de l'État et les parlementaires des 2 rives du Rhin. Véronique Pagnon. Ce matin, c'est avec des artistes français et allemands que cette journée très officielle a débuté. Des discussions sur la culture, un lien essentiel entre les pays de Kant et de Descartes. Le moment fort de la journée, ce fut l'entrée dans le Bundestag en début d'après-midi aux côtés des présidents des différentes assemblées et devant 1200 parlementaires. À la tribune, François Hollande a rappelé l'effort considérable qui devra être fait en direction des jeunes, avec davantage d'échanges et une meilleure reconnaissance des diplômes. Mais c'est bien un discours européen et très politique qu'a prononcé le président français. Cette amitié, je l'ai dit, n'est pas exclusive. Elle est ouverte, elle n'écarte personne. Elle doit entraîner l'Europe qui veut avancer avec nous. Je souhaite que la France et l'Allemagne reprennent les objectifs qui étaient prévus dans le traité de l'Élysée il y a 50 ans pour une politique étrangère commune, et notamment en matière d'industrie de défense. Et le président va plus loin en demandant une union politique encore plus forte au sein de l'Europe. Avant l'été, la France et l'Allemagne vont lancer des mesures en matière d'économie monétaire, mais aussi sociale. François Hollande et moi-même avons résolu de proposer que les partenaires sociaux de France et d'Allemagne discutent ensemble de ce chemin pour contribuer à une économie sociale de marché. Difficile pour le président français d'éluder la question du Mali. Il a de nouveau justifié l'intervention française en Afrique et a reçu le soutien de la chancelière. Quelques minutes plus tôt, devant la presse, les 2 chefs d'État ont dû défendre l'image de leur couple franco-allemand. Nous ne courons pas sans qu'il y ait besoin de mettre de l'électricité. À Berlin, les 2 chefs d'État ne se sont pas privés de rappeler que l'amitié franco-allemande a souvent débouché sur de grandes avancées européennes. Aujourd'hui, ils se tournent vers le social et l'écologie. L'histoire écrira la suite. Députés et sénateurs étaient donc du voyage. Nora Hamadi et Paul Bouffard ont suivi ces derniers. 5 heures du matin devant le palais du Luxembourg, les traits sont tirés, mais l'ambiance bon enfant. Pour ce 50e anniversaire du traité de l'Élysée, une délégation d'une trentaine de sénateurs s'est déplacée à Berlin. Arrivés au Bundesrat, la chambre haute du Parlement allemand, les retrouvailles entre les 2 délégations sont chaleureuses. Et face aux soupçons de divorce du couple franco-allemand, les sénateurs rappellent l'histoire commune entre les 2 nations. Je crois que nous avons chacun nos particularités, notre histoire, notre culture, notre manière de voir les choses. Aujourd'hui, la France et l'Allemagne, c'est l'épine dorsale de l'Union européenne, même si elle est à 27. Si la France et l'Allemagne, les anciens ennemis héréditaires, sont aujourd'hui l'épine dorsale de l'Europe, il reste des dossiers sensibles. Et l'intervention française au Mali en est un. En ce jour de réjouissance, je veux avoir une pensée forte pour les femmes et les hommes qui sont engagés dans une difficile opération au Mali, comme pour les otages qui sont victimes du terrorisme. Le soutien timide de l'Allemagne à l'opération française, une question avant tout d'histoire
et d'Europe en panne. Je peux encore comprendre que les Allemands soient réticents par rapport à l'intervention, y compris par rapport à l'histoire des 50-60 dernières années pour l'Allemagne, mais qu'il n'y ait pas d'initiative forte de l'Union européenne pour aider politiquement, pour aider au développement, pour aider à l'économie, au développement écologique également du Mali et de toute la zone de l'Afrique subsaharienne. C'est là où on voit qu'il y a une vraie panne quand même de l'Europe. Mais en ces temps de crise économique, c'est surtout le modèle allemand et sa compétitivité qui fait débat depuis quelques mois en France, mais aussi ici, au Bundesrat. Je pense personnellement qu'il y a une grande part du modèle allemand, notamment de la compétitivité, qui peut effectivement être transposable en France. Mais il y a un fondamental, et ceci n'engage que moi, c'est qu'il y a une question de mentalité aussi. Les Allemands sont prêts à se retrousser les manches, à faire des sacrifices pour redresser l'économie de leur pays. Je ne suis pas sûre que les Français soient dans le même état d'esprit, du moins de façon aussi engagée. C'est votre avis ? En même temps, il faut regarder, c'est ce que nous avons mis en place. C'était quelque chose a fonctionné et autre chose ne fonctionne pas. Alors, il faut regarder les fautes pour faire mieux. Alors, en panne le couple franco-allemand ou à réinventer dans une Europe qui grandit? Martin Schulz, président allemand du Parlement européen, a peut-être une solution. Il faut que le couple peut-être trouve un ménage à trois assez sexy avec la Pologne. Voilà, on reste focalisé en attendant de possibles développements sur ce couple franco-allemand. La réaction de Jean-Pierre Bel, le président du Sénat, sur cette journée particulière à Berlin. Je pense que la réconciliation franco-allemande, c'est un élément vital dans la période. On voit bien que ça a longtemps constitué le moteur de l'avion, mais ça a été dit ce matin, elle ne doit pas être exclusive. Et elle doit s'ouvrir, vous l'avez dit, l'Europe des 27, à d'autres pays, avec des partenariats très proches. Nous n'avons pas de raison de rester le couple dont on parle régulièrement. La famille doit s'agrandir, mais quand la France et l'Allemagne vont bien ensemble, je crois que c'est l'Europe qui se porte bien. Un membre du gouvernement français a dû rentrer plus tôt de Berlin. Aujourd'hui, Delphine Batho, la ministre de l'écologie, s'est rendue en effet à Rouen, où une fuite de gaz dans une usine chimique a répandu aujourd'hui une odeur désagréable de la Normandie jusqu'à la région parisienne. Même l'Angleterre a été indisposée. Les opérations de neutralisation du gaz doivent commencer à 22 h ce soir. Jean-Marie Bockel, sénateur centriste du Haut-Rhin, est en ligne avec nous de Berlin. Bonsoir. Monsieur Bockel. Monsieur Bockel n'est pas là pour réagir à ce qu'il est en train de vivre. Il doit peut-être se précipiter au concert de la Philharmonie de Berlin qui accueille ce soir les parlementaires des deux pays. Avec nous ce soir sur ce plateau en tout cas, Jacques Barrot, bonsoir, je le rappelle, bonsoir. Membre du Conseil constitutionnel et ancien vice-président de la Commission européenne. Et puis avec nous également Marie-Hélène Ferry qui est là avec nous pour nous réserver une surprise dans quelques minutes à l'interprétation d'une chanson symbole de la réconciliation franco-allemande. Jacques Barrot, Paris-Berlin, comment se présente le couple selon vous? On en parle beaucoup de ce couple, vous avez entendu tous les commentaires du jour. Il faut, je crois, associer beaucoup plus le peuple français et le peuple allemand à cette dynamique franco-allemande, cette dynamique de l'amitié. Et ça, je crois que ça passe par le fait que il y a sans doute l'office franco-allemand de la jeunesse, oui. Mais néanmoins, il n'y a pas assez de Français qui apprennent l'allemand et pas assez d'Allemands qui apprennent le français. Et je crois que ça c'est important aussi, qu'ils se comprennent bien. Et puis ensuite, il faut sans doute associer beaucoup plus étroitement les parlementaires. Jusqu'ici, on a surtout pensé des exécutifs, la relation entre les ministres. Mais il faut associer beaucoup plus les parlementaires. Pourquoi pas, par exemple, une assemblée parlementaire franco-allemande qui pourrait être réunie plus fréquemment. Comme ancien vice-président de la Commission, est-ce que vous pouvez témoigner que sans unité entre la France et l'Allemagne, eh bien, il n'y a quasiment pas de progrès possible dans l'Union? C'est ce qu'a dit Angela Merkel aujourd'hui. Mais elle a raison et je dirais que la meilleure manière de célébrer cette magnifique amitié franco-allemande, c'est de relancer l'Europe.
Et là, je crois qu'Angela Merkel est parfois un petit peu étonnée de ne pas avoir de réponse de réponse française suffisamment explicite. Vous êtes favorable à un saut vers le fédéralisme, Jacques Barrot? Je pense que c'est dans cette voie, si nous voulons que l'Europe soit vraiment un acteur dans le monde du siècle actuel, eh bien, il faut qu'il y ait une Europe plus intégrée sur le plan économique, sur le plan financier. Vous dites que la chancelière n'est pas toujours comprise à Paris, mais pas seulement sur les questions institutionnelles. Est-ce que pour vous, la relation est déséquilibrée entre Paris et Berlin? Il faut, en tout cas, que chacun essaye de balayer devant sa porte. Les Français doivent retrouver une crédibilité plus grande. Sur le plan économique? Ils doivent aussi accepter de partager un peu certains attributs de souveraineté. Il faut aussi que de leur côté, les Allemands retrouvent une foi européenne peut-être plus convaincante et aussi montrent une solidarité accrue en Europe. Alors on a retrouvé Jean-Marie Bockel qui est toujours en ligne de Berlin. La ligne n'est pas très bonne. Monsieur Bockel, bonsoir. Oui, bon. Alors, très brièvement, parce que la ligne est vraiment mauvaise apparemment, pas d'annonce quand même aujourd'hui. Il y a eu du faste. Les divergences ont été mises entre parenthèses le temps de cette journée. Est-ce que vous êtes satisfait de cette journée à Berlin? Ah, je crois que manifestement il y a de la friture sur la ligne entre Paris et Berlin. On va s'arrêter là dans nos tentatives avec Jean-Marie Bockel. Jacques Barrot, Jean-François Copé a eu des mots très durs hier à Berlin. Il a jugé que François Hollande était responsable personnellement de la dégradation du tandem franco-allemand. Comment est-ce que vous, ancien membre de l'opposition, vous accueillez cette phrase? Je pense que ce qui manque un peu aujourd'hui, c'est un peu une relance européenne plus forte. Oui. Et évidemment, la responsabilité est partagée. Et il ne faut pas, je dirais, complètement accuser les responsables de la France. Il faut aussi qu'il y ait de part et d'autre du Rhin cet véritable enthousiasme, cet élan. Moi, j'ai assisté il y a 50 ans au discours de Pierre Pfimlin, par exemple, qui a été magnifique et qui, évidemment, s'ancrait dans l'histoire récente. Mais maintenant, il faut regarder vers l'avenir. Oui, mais 50 ans de mariage entraînent forcément une certaine indifférence. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le cinéaste Wim Wenders. Hein? Et oui, mais justement, il faut retrouver l'élan initial et il faut regarder dans la même direction. Vous savez la phrase de Saint-Exupéry, c'est pas s'aimer, c'est pas se regarder en face, c'est regarder dans la même direction. Et il faut des projets. Moi, j'ai essayé. Vous avez défendu à Bruxelles. Comme vice-président, j'ai surtout uni les Français et les Allemands autour de Galiléo, le GPS européen, qui va voir le jour maintenant. Bon, alors avec nous, donc, Marie-Hélène Ferry. Bonsoir à nouveau. Vous êtes là en votre qualité d'interprète, et notamment des chansons de Barbara, dont vous avez d'ailleurs fait votre répertoire. Et évidemment, vous chantez Göttingen. Qui est une chanson qui a eu un sens très particulier pour Barbara, puisque c'est une chanson qui correspond à son premier voyage en Allemagne après la guerre, pendant laquelle elle fut une enfant cachée. Tout à fait. Oui. Et ça avait été un moment pour elle assez extraordinaire. Oui. Elle est allée donc chanter à Göttingen en 1964. Elle était alors à l'Écluse. Elle était à l'Écluse dans un cabaret célèbre sur les quais de la Seine depuis plusieurs années. Et un jeune Allemand vient la voir, il s'appelle Günther Klein. Et il lui propose de venir chanter dans son petit théâtre en Allemagne, fréquenté par les étudiants. Elle hésite, on ne sait pourquoi, compte tenu de son histoire, vous venez de le dire. Et puis finalement, elle y va. Elle arrive en Allemagne, et dans le petit théâtre en question, et elle trouve un vieux piano droit en mauvais état. Et Barbara était très soucieuse d'avoir des beaux pianos parce qu'elle aimait jouer. Et donc, elle passe de la colère à la tristesse, et Günther, l'homme qui l'a engagé et qui dirige ce théâtre, convoque les étudiants. Et les étudiants connaissent une vieille dame qui ont le fameux piano à queue. Voilà, ils connaissent une vieille dame qui a un piano de concert. Bon, elle se met au piano finalement. Hein. Alors, 12 d'entre eux se proposent de le transbahuter. Oui. Le piano est transbahuté. Il arrive donc dans le petit théâtre et le concert, comme il est de coutume en Allemagne, est prévu à 20h. Et le piano de concert arrive à 22h. Et le public patiente.
La soirée est exceptionnelle, merveilleuse selon ses propres termes. Et alors Gunther prolonge le contrat pour 8 jours. Et chaque soirée est exceptionnelle. Et la chanson Göttingen? Elle va venir. Quand? Comment? Ah, mais il faut savoir. Attendez, parce que c'est important. Portée par son public. Oui, c'est-à-dire, le piano arrive, le fait que c'est prolongé pendant 8 jours et qu'elle trouve tant de gentillesse et tant d'amitié enfin, qui se passe entre le public et elle, la veille du dernier jour, elle écrit pour eux une chanson qu'elle lit et chante le soir même. C'est très important pour aller jusqu'au bout de l'histoire. Surtout, ça devient un triomphe par la suite. Et le symbole de la réconciliation. De sa réconciliation, à elle, bien sûr, et de la nôtre, évidemment. Vous pourriez, là, vous avez un micro à portée de main. Oui, vous êtes impatient, je vois. De vous entendre, sans musique. Sans musique, ah oui, hein, à nos risques et périls. Sans musique, sans accordéoniste, sans rien. A cappella, comme on dit. Bien sûr, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même à Göttingen, à Göttingen. Pas de quai et pas de rengaine qui se lamente et qui se traîne, mais l'amour y fleurit quand même à Göttingen, à Göttingen. Ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France. Hermann, Peter, Elgaant et à Göttingen. Et que personne ne s'offense, mais les contes de notre enfance. Il était une fois comment à Göttingen, à Göttingen. Bien sûr, nous avons la Seine, et puis notre bois de Vincennes. Mais Dieu que les roses sont belles à Göttingen, à Göttingen. Nous avons nos matins blêmes et l'âme grise de Verlaine. C'est la mélancolie même à Göttingen, à Göttingen. Vous la chantez chaque fois, bien sûr, que vous interprétez le répertoire de Barbara, et notamment tous les dimanches, je voudrais le signaler, au Théâtre du Gymnase à Paris à 16h. À 16h tous les dimanches jusqu'au 31 mars et plus, si affinité. Ça fait 2 ans et demi que nous y sommes. Théâtre du Gymnase. La question du nouvelobs.com aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez proche des Allemands? Alors, on va découvrir vos réponses. Vous avez dit oui à 44%, non à 48%, Jacques Barrot. Hein. Il y a encore un effort à faire. Il y a encore un effort à faire. Hein. Et il faut vraiment que les Français sortent un peu de leur hexagone. Oui. Tout est un peu... finalement, cette chanson de Barbara devrait les mettre sur le bon chemin. La découverte de l'autre. Je peux vous poser une question comme membre du Conseil constitutionnel maintenant. Oui. Est-ce que vous approuvez la fin de la présence annoncée par François Hollande des anciens présidents de la République au Conseil constitutionnel, Jacques Barrot? Je pense que c'est probablement une des voies qui avait d'ailleurs déjà été recommandée à Nicolas Sarkozy par le groupe la commission de Balladur. Oui. Et donc, compte tenu du fait que le contrôle a posteriori maintenant nous occupe beaucoup, effectivement, c'est un problème. Mais peut-être y a-t-il d'autres solutions. La présence de Nicolas Sarkozy aujourd'hui? Peut-être y a-t-il d'autres solutions aussi. Leur offrir par exemple le Sénat à vie, cette maison, et c'est la solution italienne. On a beaucoup entendu des critiques à gauche sur un Conseil constitutionnel entièrement de droite, notamment lors du rejet de la taxe à 75%. Oh, écoutez, nous faisons du droit et nous avons une gomme et pas de crayon. Nous n'avons jamais prétendu nous substituer aux législatives. Vous exercez votre devoir d'ingratitude vis-à-vis de ceux qui vous ont nommé, en l'espèce c'était Bernard Occoyer, l'ancien président. Une totale indépendance. Ingratitude, moi j'ai dit. Oui, ou aussi, ingratitude, si vous le préférez. Quand ça peut arriver. Merci à tous les deux. Merci encore, madame, d'avoir chanté en direct sur ce plateau. On évoque maintenant la grève massive des instituteurs à Paris contre la mise en place dès la rentrée prochaine de la semaine de 4 jours et demi à Paris, notamment donc avec classe le mercredi matin. La mise en garde s'adresse bien sûr à la fois au maire de la capitale et au ministre de l'Éducation nationale. Reportage de Sophie Normand. Le froid et la pluie n'auront pas eu raison des enseignants parisiens.
En masse, ils se sont déplacés pour dire non à la réforme des rythmes scolaires. Étaler les 24 heures de classe hebdomadaire sur 4 jours et demi dès la rentrée prochaine pour favoriser les activités culturelles et sportives entre midi et 2. Ils n'y croient pas vraiment. Où vont-elles avoir lieu ces activités? Nous les enseignants, nous travaillons avec nos élèves. Il ne faut pas croire que ça s'arrête là. On continue de travailler quand nos élèves ne sont pas là. On travaille le midi, on travaille le soir après la classe, on travaille chez nous également. On travaille dans nos classes. Si nos classes sont utilisées pour le périscolaire, où est-ce qu'on va pouvoir travailler? Des mises en situation très concrètes pour ces enseignants qui restent dans l'ignorance concernant le projet périscolaire de la mairie de Paris. Parmi les manifestants, il y avait aussi quelques mamans pas vraiment convaincues par le retour à l'école le mercredi matin. La semaine de 4 jours et demi ne me gêne pas forcément en soi, mais je pense que les enfants ont besoin de se reposer le mercredi. Des revendications disparates. La réforme des rythmes scolaires serait même loin d'être une priorité selon les syndicats d'enseignants. On pourrait peut-être déjà s'attaquer à la formation des enseignants, aux conditions d'apprentissage dans les classes, aux méthodes, au nombre d'élèves par classe. Enfin, il y a plein d'autres priorités à mettre en avant de passer au rythme. Aujourd'hui, les enseignants demandent à être consultés sur cette réforme. Concerté dès 2010 par Luc Châtel, le débat a pourtant été relancé par Vincent Peillon dès le mois de juin dernier. Avec nous donc Françoise Cartron, bonsoir, sénatrice PS de la Gironde et puis spécialisée bien sûr dans les questions d'éducation que vous suivez de très près ici au Sénat. Le ministre doit-il revoir sa copie? Tout le monde lui tombe dessus aujourd'hui, de l'UMP au Parti communiste. Là, je ne sais pas si vraiment tout le monde lui tombe dessus à ce point. L'UMP, je vous confirme, le PC aussi. Le PC, mais je ne crois pas pour les mêmes raisons. Donc, il va falloir que sans doute le ministre fasse peut-être une petite séance d'explication complémentaire. En tout cas, ce que je crois, c'est que tout le monde est favorable dans le principe à cette réforme. Ça, on l'a entendu. Ça fait plus de 20 ans qu'on réfléchit sur les rythmes. Tout le monde est contre son application, des parents d'élèves au parti politique. C'est-à-dire qu'après, chacun voit son application personnelle. Et je crois que c'est ça le challenge qu'il va falloir justement surmonter, c'est arriver à trouver en concertation, parce que les choses ne vont pas pouvoir se déclarer unilatéralement et depuis le ministère. Je crois qu'il a mis des grands axes. On diminue le temps d'enseignement des enfants, on rajoute une demi-journée. Alors j'ai entendu qu'il y avait des enseignants qui disaient mais nous on a besoin de mercredi. Mais alors pourquoi pas le samedi matin? Rien n'est fermé s'ils pensent vraiment que cette coupure est nécessaire. Mais pour eux-mêmes. Et ils ont, voilà, pour eux-mêmes. Ça vous gêne quand même cet argument? Là, le Monde publie ce soir un éditorial qui est un véritable réquisitoire, qui dénonce un corporatisme lamentable. Alors je ne sais pas les mots du Monde. En tout cas, ce que je pense, c'est que ces réactions des enseignants traduisent un malaise très fort. Ça c'est clair, on le savait. Vis-à-vis de leur ministre? Non, vis-à-vis de leur profession. Parce qu'ils ont été très malmenés pendant des années. Et je crois que le petit péché du ministre, ça a été de croire, comme ils avaient été malmenés, ils vont aspirer vraiment à autre chose. Et on voit qu'aujourd'hui, ils sont tellement traumatisés qu'ils ne sont pas sans doute en capacité de regarder ce que ces nouveaux rythmes peuvent apporter de positif, à la fois dans leur pratique à eux, mais aussi pour les enfants qui leur sont confiés. Et il y a quand même un des premiers buts pour un enseignant, c'est d'avoir des enfants heureux en capacité d'apprendre. Donc je crois qu'il y a cette espèce de malaise qui occulte tout. Et malaise, est-ce que c'est le malaise général que pointait ce matin le ministre de l'Éducation nationale dans une citation du Parisien? Il a évoqué la puissance stupéfiante du conservatisme français. C'est à vous de le découvrir aujourd'hui avec les enseignants? Peut-être. Ce que je pense quand même, c'est que moi je ne perds pas espoir. Parce que sur les territoires, c'est vrai que cette manifestation, elle était très parisienne. Sur les territoires, on entend quand même des enseignants qui ont envie de changer, parce qu'ils voient bien que le système est un peu à bout. Mais ça n'est pas paradoxal, justement, cette première grève, d'ailleurs, contre le ministre à Paris, qui a des moyens considérables et qui dit pouvoir mettre tout en place pour les activités extrascolaires, après la classe ou le mercredi après-midi. Je crois que ça tient aussi, vous savez que les enseignants à Paris ont un statut particulier, dérogatoire. Ils ne sont pas dans le même cas de figure que les autres enseignants dans notre pays. Alors, est-ce qu'ils se comportent là, je dirais presque un enfant gâté, parce qu'ils ont des conditions de travail qui sont supérieures à celles, puisqu'ils ont des décharges et que la mairie de Paris met à disposition des professeurs pour les arts plastiques, pour le sport et autres.
Est-ce que c'est cela qu'ils craignent de perdre, ce qui n'est pas la règle générale des enseignants dans notre pays? En tout cas, le problème, ce qui est net, c'est que comme le décret a tardé à sortir, des fantasmes se sont développés, des craintes, avec des échéances qui sont posées par rapport aux maires, par exemple, aux élus locaux. Que vous pensez qu'il faut carrément reporter d'une année, attendre la rentrée 2014? Non, non, je ne crois pas. Je crois que c'est, on demande aux maires de répondre avant le 10 février. Ça, je pense que c'est trop. C'est un calendrier trop serré. Si on donne un mois et demi de plus... Pour savoir quelles sont les villes qui vont effectivement appliquer cette réforme dès la rentrée de septembre. Pour l'instant, on ne sait pas vraiment. On parle de la moitié des villes en France, mais semble-t-il de plus en plus renoncent. Par exemple, la ville de Marseille a annoncé hier qu'elle ne pouvait pas assumer le coût financier des activités extrascolaires. Oui, là je pense quand même que pour une grande ville, le coût qui est organisé et qui, à mon avis, a justement des services. Les gamins aujourd'hui à Marseille sont bien accueillis dans des centres de loisirs, dans des autres. Donc je pense qu'il y a matière à redéployer. Je pense que la problématique est plus difficile pour les villes rurales. Ça c'est sûr. Merci beaucoup Françoise Cartron. Dans l'actualité également, aujourd'hui, une remise en cause du système d'indemnisation chômage par la Cour des comptes. Les déficits se creusent et il faut, pour les sages, revoir à la baisse certaines indemnités de chômage les plus hautes versées. Mélanie Bontemps. Des politiques de l'emploi inefficaces et injustes. C'est le constat du rapport très critique rendu aujourd'hui par la Cour des comptes. Au premier plan, l'UNEDIC, l'organisme de gestion de l'assurance chômage devrait perdre 5 milliards d'euros en 2013. Une tendance insoutenable pour Didier Migaud, qui demande aux partenaires sociaux de négocier une nouvelle convention. En ligne de mire du président de la Cour, des seuils d'indemnisation parmi les plus généreux en Europe. Un système favorable aux personnes les plus proches de l'emploi, qui laisse les jeunes et les précaires sur le carreau, et le régime des intermittents du spectacle. Unique au monde, son coût l'est aussi, 1 milliard d'euros chaque année. Alors comment corriger ces dérives? Au-delà des économies nécessaires, la Cour des comptes propose une simplification du système, un socle de prestations de solidarité auquel viendrait s'ajouter une prestation d'assurance. Une idée à première vue séduisante pour Michel Sapin. Du côté de l'UNEDIC, en revanche, le jugement est beaucoup plus réservé. Renault a démenti, menacé de fermer 2 usines en France si les syndicats rejettent les dernières propositions pour renforcer la compétitivité en matière notamment de gel des salaires ou bien de durée de travail. Un accord, on le sait, est en cours de négociation dans le groupe automobile. La menace aurait été formulée par la direction lors d'une séance, selon donc les syndicats FO. La CGT et la CGC d'ailleurs ont entendu la même chose. Avant le démenti de la direction, Fleur Pellerin, ministre des PME et de l'économie numérique, réagissait sur Public Sénat. Je trouve la méthode assez désagréable parce que effectivement, comme l'a dit Arnaud Montebourg ou des membres de son cabinet, ça s'apparente effectivement à une forme de chantage, c'est-à-dire si vous n'acceptez pas cet accord dans les termes exacts que je vous dicte, je vais fermer. Moi, je trouve que c'est pas une façon de travailler avec les partenaires sociaux. Donc, je crois que même si je comprends bien entendu que notamment la filière automobile soit soumise à une très forte pression de la concurrence internationale et qu'elle ait des impératifs de compétitivité, je crois qu'il y a un minimum de respect à avoir pour les partenaires sociaux. Voilà Fleur Pellerin qui par ailleurs a jugé pitoyable le French bashing de Jean-François Copé qui a prononcé, on en parlait tout à l'heure avec Jacques Barrot, un réquisitoire contre François Hollande hier à Berlin. Fleur Pellerin a retrouvé dans Preuve par 3 à 22h45. Avant, à 22h, ce sera Sonia Mabrouk pour le journal. À suivre sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale. Doc à Doc. Bonsoir à tous et à demain. En 20 ans, sous Napoléon III, des travaux gigantesques ont fait de Paris la capitale que nous connaissons aujourd'hui, notamment en créant de grands axes. Le centre de Paris, c'était l'île de la Cité, essentiellement. Et comme on ne pouvait plus circuler dans le centre, le seul moyen, c'était de rendre de nouvelles circulations. Maître d'œuvre de cette métamorphose, le baron Haussmann, préfet de Paris de 1853 à 1870. Partout où il est passé, il y a eu des progrès. Cette espèce de locomotive lancée à pleine vitesse dans un siècle qui s'interroge, c'est probablement l'image la plus belle d'Haussmann. Comment Haussmann a transformé Paris, samedi à 22h sur Public Sénat.
Se renseigner sur les programmes. Voir ou revoir les émissions. Suivre le fil d'information politique et parlementaire. Pour vivre la politique en temps réel, connectez-vous et réagissez sur publicsena.fr.